Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Vous connaissez maintenant la nouvelle formule. On prend une seule année. Cette année, c'est l'année 1978. Pour beaucoup de gens, et pour ma part, c'était l'année du football. 78, la France, pour une fois, se qualifie à la Coupe du Monde qui se passe en Argentine, avec les exploits de Platini, Rocheteau, Lopez et tant d'autres. Mario Kempes, oui, mais ça, c'était pas c'était argentin, mon cher François. François, qui fait partie de mes invités. Bonjour François. Bonjour. Il va parler de cette année 78. Nicolas Gauthier, que nous avons, rédacteur à Éléments, mais aussi grand patron, grand gourou de Boulevard Voltaire. J'ai le plaisir aussi d'avoir Olivier François. Bonsoir Patrick. Bonjour. Bonjour. Et de Christophe, Alexandre, Maxime, André. Peu importe. Nous sommes nés en 78, donc un peu de respect, s'il vous plaît. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que moi, effectivement, je suis natif de 78, sinon pas grand-chose d'autre à déclarer. J'avais 9 ans, moi, c'est pas... Vous êtes jeune, néanmoins. On avait un peu plus. Ouais. Aussi, 10 ans. 10 ans, ouais, vous étiez déjà un peu politisé. 68, je commençais déjà. Ouais. Moi déjà, je trouvais scandaleux qu'on décide que la France boycotte la Coupe du Monde pour une fois qu'on était et de venir dans ce beau pays. 78, c'est la sortie du dernier bon album des Stones, Some Girls. D'accord, ok. Moi j'étais encore à l'époque, c'était 78. Piccolo et Saxo. Moi j'écoutais, vous voyez. Chapeau, des trucs comme ça. Voilà. Non, pour nous, on va parler de l'année 78 parce que le 8 juin 1978, attention, Alexandre Solzhenitsyn disait aux étudiants de l'université d'Harvard qu'il l'avait invité, je le cite, « Non, je ne peux pas recommander votre société comme idéal pour transformation de la nôtre ». Voilà, c'est par ces mots que Solzhenitsyn va mettre ce qu'on appelle, François, les pieds dans le plat. Ça avait tombé l'ambiance, en tout cas. Ça a tombé l'ambiance. Ouais, parce que le 8 juin, c'était la remise des diplômes. Donc, ils étaient fiers d'avoir un invité, ce fameux invité russe. Et François, on va revenir peut-être en arrière. Déjà, comment Alexandre Solzhenitsyn se retrouve à vivre à l'époque aux États-Unis et ensuite à être invité devant ses étudiants d'Harvard, mais surtout à parler, car au départ de sa maison du Vermont, au fin fond des forêts du Vermont, Alexandre Solzhenitsyn s'était promis de ne plus parler. Il n'a quasiment rien dit depuis la sortie de l'archipel du Goulag. Voilà, il travaille à son grand deuxième chef-d'œuvre, immense chef-d'œuvre de 4000 pages, La roue rouge, 4 nœuds. Donc il s'y consacre nuit et jour. Il y a des images où on le voit en bûcheron, couper du bois, empiler des rames de papier. Et en fait, il s'en remet aux lois de l'Ancien Monde, qui sont les lois de l'hospitalité. C'est à Rome, fait comme les Romains, à Washington, fait comme les Américains ou les habitants du Vermont. Donc il se réfugie dans le silence, le travail, et il est sollicité par l'université d'Harvard, donc par la crème de la crème américaine, pour la remise des diplômes. Donc c'est vraiment les meilleurs, c'est l'élite de l'élite américaine, pour prononcer un discours, et les Américains s'attendent à ceux qui prononcent un discours. Alors à l'époque, on parlait du monde libre. Donc ça voulait dire qu'il y avait un monde sous scellé en face, le bloc de l'Est, et il l'était de fait. Et Solzhenitsyn, dans un discours assez bref, qui va être rebaptisé ensuite par l'éditeur de ce texte, Le déclin du courage, s'adresse à la nation américaine et dit cette chose sidérante, qui est un texte immense, Le déclin du courage, qui résume, c'est l'auteur Solzhenitsyn, c'est l'homme océan, de livres fleuves, mais également de textes foudroyants et très brefs, qui foudroient le lecteur comme un éclair. Et il dit non, ce sont deux sociétés différentes, l'Est et l'Ouest, certes, mais par des moyens différents, ils aboutissent au même résultat, qui est la déspiritualisation de l'homme, qui est la mort de l'homme, par la violence et la coercition derrière le rideau de fer, et dans les pays dits libres, entre toutes les guillemets d'usage, par le formalisme juridique, par le confort, par l'abondance, mais au final on aboutit à la même chose. Et le choc, il prononce ce discours-là à la Solzhenitsyn, avec une sérénité tolstoïenne. Il n'y a pas l'énervement chez lui qu'on peut retrouver chez Dostoïevski, chez Gogol, chez Sologub, chez quantité d'auteurs russes. Non, là au contraire, il y a une sorte de paix, comme l'horizontalité de la plaine russe, avec un calme, avec presque amitié. Donc le discours est d'autant plus brutal, d'autant plus violent, va d'autant plus choquer l'Amérique, que l'Amérique se voyait comme le sel de la terre et le phare de l'humanité. Et non, le phare de l'humanité, Solzhenitsyn là-bas comme un tronc d'arbre, comme dans le Vermont. Donc ça surprend tout le monde, et ça va appeler des polémiques en série. Pour recontextualiser le
le contexte, Solzhenitsyn le sait, il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé par le monde libre, par l'OTAN, par les Américains. C'est un pion central pour abattre le monde soviétique. Donc, dans ce discours-là, il s'affranchit aussi du reproche récurrent qu'on lui a adressé d'être un agent manipulé, d'être un agent double, de travailler au service d'eux, des Français, des Américains. Donc il reprend sa liberté d'écrivain et il prononce un discours prophétique à tous les égards. Alors prophétique et avant tout, il s'aperçoit, et effectivement, vous parlez, ce discours a fait scandale. Claude Durand, qui dans sa préface cite, dans voilà, vous pouvez le retrouver aux éditions Les Belles Lettres. Claude Durand, dans sa préface, cite les mémoires de Solzhenitsyn et il dit: il pense qu'avant le discours de Harvard, il était naïf de croire qu'il était dans un pays libre. La démocratie occidentale, dit Solzhenitsyn, est comme le communisme, elle attend qu'on la flatte. Et là, il s'en aperçoit parce que la polémique va en fait, on lui demande de rentrer chez lui. C'est grosso modo, c'est ça. Ouais. Voilà, il vient nous faire la leçon, alors que Solzhenitsyn fait la leçon parce qu'il vient d'observer ce pays depuis quelques années. Et il aime ce pays. Je m'entends. Il n'y a pas d'anti-américanisme chez lui. Il est dans un monde encore dans les prophéties de Tocqueville. Il y a deux pôles, il y a deux phares de l'humanité. Il y a la Russie et l'Amérique. Il aime l'Amérique. Il aime l'Amérique puritaine parce qu'elle lui rappelle les vieux croyants russes. Il y a des parallélismes et des symétries étonnantes entre la Russie et l'Amérique. C'est ce qui... les forêts du Vermont aussi, certaines. Voilà les boulots russes. Voilà ce que Junger appelait le recours aux forêts, et qui pour nous, Européens de l'Ouest, est un fantasme, une utopie, le recours aux forêts. Nous n'avons plus de forêts primaires. Ils n'en ont plus, les Russes. Mais ils ont une plaine dans laquelle ils peuvent se réfugier, qui a été la plaine des phalangistes, des saints, des utopistes, des tolstoïens. Donc ils se retrouvent en grande partie avec cette Amérique sauvage. C'est ce qui rend encore le discours encore plus sidérant. Mais c'est les vertus médiumniques, j'emploie un terme un peu pompeux, mais il avait des antennes tellement fines qu'il voit tout ce qui ne va pas dans le monde qui est le nôtre, et il voit une crise qui est en train d'arriver et que nous connaissons, que nous traversons. Là, on est encore au sortir de l'après-guerre, dans des sociétés encore d'abondance, même s'il y a eu les chocs pétroliers. Et Solzhenitsyn dit non, vous êtes en train de mourir. Cette société est en train de mourir, comme la nôtre. Et elle ne se rend pas compte qu'elle meurt. Alors c'est la fameuse parabole de la grenouille. Vous trempez une grenouille dans un bain d'eau chaude, la grenouille meurt. Vous mettez une grenouille dans un bain d'eau froide que vous portez à ébullition très lentement, elle meurt, mais elle ne s'en rend pas compte. Alors le plus troublant dans son discours, c'est l'incroyable actualité, effectivement, c'est sa modernité. Il constate très rapidement la difficulté, la faiblesse de l'Occident vis-à-vis de ses anciennes colonies. Il leur dit clairement, je le cite, « Nous mesurons maintenant combien cette conquête aura été brève, en parlant de l'époque coloniale, brève et précaire. Semble-t-il que la conception du monde qu'il avait engendré, l'entreprise était vicieuse. Actuellement, le rapport entre les métropoles et les anciennes colonies s'est inversé et souvent le monde occidental, passant à l'autre extrême, fait preuve d'une complaisance servile. Cependant, il est difficile de prévoir à combien se montrera la facture présentée par les anciennes colonies et de dire si l'Occident finira jamais de la payer. Mais quand il aura restitué ses dernières terres coloniales et donné de surcroît tous ses biens. » C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que c'est l'époque où on parle du tiers-monde. Ce tiers-monde va se redresser, se révolter contre l'Occident, et cet Occident ne fera strictement rien. Et ça, il s'en aperçoit dès 78. Le basculement, il s'aperçoit du basculement du monde, du rapport Est-Ouest, mais Nord-Sud, pareillement, avec cette idée qui tombe sous le sens, à laquelle nous n'avions pas songé, en tout cas nos aïeux n'avaient pas songé, même si le colonialisme a été porté, en particulier en France, par les radicaux socialistes, rejoints par la droite, assez tardivement, en définitive, fin 19e siècle. Au départ, c'est la République qui conquiert l'Afrique pour imiter les Anglais. C'est cette histoire de flux et de reflux, de va-et-vient. Il y a une ironie de l'histoire. Nicolas Gauthier. Hubert Védrine dit des choses assez similaires aujourd'hui et avec le recul, et où il nous explique que la toute-puissance occidentale a été une parenthèse qui a duré à peu près 2 siècles. On redécouvre, maintenant on parle beaucoup de la Chine, des gens redécouvrent dans les journaux que jusqu'à la fin du 19e siècle, la Chine était déjà la première puissance économique mondiale. Donc on a vécu dans cette impression que le monde entier nous regardait, que l'Occident était l'alpha et l'oméga de toute chose.
Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est juste un retour à la normale. Il me semble que Nicolas, pour la Chine, c'est au 18e et que c'est un rapport assez équilibré. Les travaux montrent que la Chine, le PIB, on n'appelle pas ça le PIB, mais la richesse produite par la Chine est à peu près équivalente de la richesse européenne. Alors, selon le calcul, il est équivalent ou supérieur, mais la différence, c'est que la Chine vit pour elle. Il y a un peu de commerce, mais pas trop. Les premières guerres, la guerre des opiums, la guerre ça va être déclenché par l'Angleterre pour obliger la Chine à acheter nos produits de force. L'ironie de l'histoire, c'est que maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est... Et sur Solzhenitsyn, il faut rappeler quelque chose. On a une vision déformée de la Russie. C'est un pays continent, la Russie. C'est un empire. Ça fait pas un pli. Les voisins proches ont des problèmes avec la Russie. Les voisins éloignés n'ont pas de problème. Comme c'est un pays, un continent, c'est 1/5 ou 1/6 des terres émergées. La Russie se suffit elle-même. C'est un monde, c'est une planète. Donc la Russie n'a pas ce problème de colonialisme. Les Soviétiques l'ont eu parce qu'il fallait exporter la révolution, mais pas les Russes. Et Solzhenitsyn est très curieux parce qu'il ressemble vraiment à une Russie à laquelle on n'est pas accoutumé. C'est un décroissant dans l'âme. Il a une vision du monde qui est franciscaine. Dans les grands textes, les derniers, La Russie sous l'avalanche, il défend ce qu'il appelle l'auto-limitation radieuse. On est au cœur de l'idéologie religieuse franciscaine. Il y a tout en Russie, il y a tout un continent, des vieux croyants au fond en crise qu'on retrouve dans tous les grands auteurs, Dostoïevski, Tolstoï, Leskov, jusqu'à Solzhenitsyn, tout un continent religieux de la fuite du monde, de la fuite hors du social, du fantasme des petites communautés. Ce pays-continent abrite un nombre de communautés incalculables. Il y a tout ça aussi qui se rajoute et qui donne à la grandeur de Solzhenitsyn quelque chose d'unique au monde. Je crois que, pardonne-moi Olivier, je crois qu'aucun auteur, on a tendance, et moi en particulier, à recourir au superlatif, mais je ne crois pas qu'un auteur ait joué un rôle mondial aussi important que lui de tous les temps, si on isole les grands fondateurs de religion ou de philosophie. Si on isole Socrate, Lao Tzu, etc. Aucun auteur n'a joué un aussi grand rôle que Solzhenitsyn. Et c'est le livre que nous vendons le plus à la librairie depuis un an. Au-delà des longs-sellers que sont Alain de Benoît, Dominique Vénère, Bernard Lugan, Jean Raspail, merci Olivier, le livre que nous vendons le plus, c'est Le déclin du courage. On le vend comme des petits pains. Ça veut dire que ça répond à une demande inconsciente ou consciente des opinions publiques. Et ça aussi, il l'a perçu. Mais d'ailleurs, à l'époque, quand l'intelligentsia française le lâche, alors c'est Bernard-Henri Lévy en tête, mais Bernard-Henri Lévy ne se trompe pas d'ennemi. Quand il dit cet homme qui écrit avec sa plume trempée dans la glaise russe, il a raison. Il a raison. C'est Sauf la glébophilie, l'amour des siens, l'amour de son peuple. Sous la plume de BHL, c'est péjoratif, mais son constat est parfaitement... Vous faites bien de rattacher, vous faites très bien de rattacher Solzhenitsyn à une certaine tradition russe, on pourrait même dire slavophile, puisque chez les slavophiles, il y a des thèmes que reprend complètement Solzhenitsyn, y compris celui que vous avez cité, le Solzhenitsyn de la faim, de l'autolimitation, des communautés, de l'autonomie face aux gigantesques institutions modernes, qu'elles soient économiques et politiques. Mais il faut aussi rattacher ce livre-là, à mon avis, à un certain nombre de grands livres ayant comme sujet principal la crise. On pense d'ailleurs Le déclin du courage, c'est une référence, alors c'est l'éditeur, mais au déclin de l'Occident de Spengler sans doute. Et moi je rattache ce livre aussi à certains livres comme La crise du monde moderne de René Guénon, à certains livres comme de Bernanos. Je pense que c'est des jalons. Vous voyez, ce sont des vade-mecum, et on a dans chacun un livre comme ça qu'il faudrait avoir toujours sur sa table de chevet. C'est-à-dire pour certains ce sera La crise du monde moderne de René Guénon, pour d'autres La France contre les robots, et pour nous aussi. Et maintenant le déclin du courage de Solzhenitsyn, parce que ces livres convergent vers cette critique à la fois du règne de la quantité, pour reprendre le terme guénonien, et puis de la décadence, au fond, et de la décadence très lente, qui pourrit le corps de la société progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, de manière très tiède, comme une inondation. Vous avez raison. Si ma mémoire est bonne, dans un autre essai qui est paru peu de temps, quelques années après, je crois qu'il s'appelle Nano-libéraux, de Solzhenitsyn, et c'est juste après la chute du mur de Berlin. Et en fait, il affine le constat, et à un moment, il écrit effectivement que le mur soit tombé, c'est bien, mais toute la boue de l'Occident, tous les égouts occidentaux vont se déverser sur la Russie. Il
il a une observation qui est incroyable parce que quand il parle de la censure, il connaît très bien la censure en tant que russe, et il explique que l'Occident est beaucoup plus pervers. Il dit l'Occident qui ne possède pas de censure opère pourtant une sélection pointilleuse en séparant les idées à la mode de celles qui ne le sont pas. Et bien que ces dernières ne tombent sous le coup d'aucune interdiction, elles ne peuvent s'exprimer vraiment ni dans la presse périodique, ni par le livre, ni par l'enseignement universitaire. L'esprit de vos chercheurs est bien libre, juridiquement, mais il est investi de tous côtés par la mode. Cette mode, en fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui depuis 40 ans dans le monde européen. C'est l'éphémère, hein, c'est ce qui n'est pas durable, ce qui n'est pas pérenne, tout ce contre quoi Solzhenitsyn se bat, puisque lui il se bat sur ce que Marcel Mauss appelait le roc de la morale éternelle, donc quelque chose de solide, de durable, qui s'inscrit dans les temps. Et nous, non, au contraire, c'est tout passe. Hein, vous me direz, c'est les paroles de la liturgie catholique ou orthodoxe en particulier, tout passe. Hein. La censure est insidieuse parce qu'il n'y a pas de censure. En fait, il y en a. Nous savons qu'il y en a désormais. Les GAFAM, on sous-traite la censure aux GAFAM. On confond désormais la diffamation et la polémique politique. Hein. Pour autant, les mécanismes de censure ne sont pas indispensables puisque nous nous auto-censurons. La coercition, c'est nous-mêmes qui l'appliquons. C'est pour ça qu'elle est inodore. C'est pour ça qu'elle est incolore. C'est pour ça qu'elle est aussi vicieuse. C'est le goulag de coton. Le moulag, vous savez que Jean-Yves Le Gallou, on n'est pas parvenu à imposer le terme. Alors c'est difficile d'imposer un terme. C'est le moulag, il appelle ça le moulag. Hein, les conditions qui sont les nôtres. Hein, un post-totalitarisme soft. Hein. Il y a un terme d'un écrivain français qui s'appelle Bernard Noël, qui est assez important, qui a écrit notamment des très beaux romans érotiques, et qui parle de censure, en changeant le début du mot, la censure, avec un S. C'est-à-dire que rien n'a de sens, tout c'est le trop-plein. Donc on noie la vérité, par exemple en mêlant la distraction et la réflexion, le divertissement et la philosophie. Et c'est ce qu'on vit en France particulièrement depuis les années 80. La société américaine. Et tout peut se dire puisque plus rien n'a de sens. Patrick Oui, j'aurais bien voulu qu'on revienne sur la notion de courage et peut-être que François nous parle de cette notion de courage. Vous êtes en train de revenir sur ma question parce que en fait c'est ça, François, c'est le passage qui pour vous a été le plus important parce que c'est à partir de ce passage-là vous avez construit votre essai Courage. C'est le déclin du courage chez les Occidentaux, mais pour lui c'est pas une critique, c'est une simple observation qu'il fait. Oui, et c'est encore plus terrible. Et c'est un appel et exhortation. À la différence, malgré tout, de Guénon et d'autres auteurs, il n'est pas dans une vision cyclique du monde. Hein. Il est porté par une espérance. Hein. La fin des temps, bien sûr, mais elle est repoussée. C'est le catéchone, hein. Même s'il n'en parle pas. Il y a quelque chose de positif chez Solzhenitsyn. Il pense qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Il pense qu'après le Moloch totalitaire, les siens vont se libérer. Il pense qu'après la glu de la société de consommation, l'homme va se redresser et se réveiller. Donc malgré tout, c'est porté par un espoir chez Solzhenitsyn. Hein. Et je pense que l'espoir est indispensable hein, à la question du courage. Hein, puisque le courage est un acte de volition, un acte volontaire, un acte dynamique. Hein. Moi, je compare le courage à Homo erectus. Hein. L'homme qui se redresse. Nous nous redressons. Et l'homme qui se redresse, c'est l'homme qui s'affiche, c'est l'homme qui défie, c'est l'homme qui se projette dans l'avenir. Hein. Et il y a de ça chez Solzhenitsyn. Hein. Mais le constat est accablant. Si nous ne sommes pas courageux, nous sommes morts. Hein. Il pense évidemment à Spengler. C'est une annexion de Spengler. Hein. C'est que le déclin du courage, c'est le début du déclin pour nous. Donc si nous avons cessé d'être courageux, nous sommes morts. Hein. Et de fait, le reflux colonial nous tue. Nous sommes morts de déclassement, les Gilets jaunes, mais nous sommes morts de remplacement aussi, faute de courage. Et il faut le lire comme une exhortation au cœur et aux esprits. Sinon le texte n'a pas... Quand je dis que nous le vendons le plus à la librairie, c'est vraiment surréaliste. Il n'est pas cher. Hein. La librairie s'adresse à un public étudiant, donc c'est principalement des étudiants. C'est une porte d'accès très facile à Solzhenitsyn, parce que le texte est limpide, hein, c'est une conférence. Hein, donc il n'est pas surécrit. Il y a certains textes de Solzhenitsyn qui sont arides, hein, parce que c'est aussi un auteur d'avant-garde, paradoxalement, puisqu'il a, comme beaucoup l'avant-garde soviétique, il a voulu renouer avec le monde des icônes hein, et la culture populaire. Hein. Si les gens l'achètent, hein, c'est qu'il y a une soif spirituelle de courage.
Sinon, c'est pas concevable. Et si nous partons du principe qu'il n'a plus de courage, nous sommes morts. Autant tout arrêter, autant couper les micros, moi je vis en Bourgogne, j'aimerais lire des grands moralistes, je vais me réfugier pour lire des moralistes. Si le monde est fini, donc nous faisons le pari qu'il n'est pas fini. Cela dit, là où il a des raisons d'être optimiste, c'est qu'après l'ère de glaciation soviétique, il y a les années Helsinki qui sont une catastrophe totale, et arrive Vladimir Poutine, qui allait fréquemment consulter Solzhenitsyn. Donc la Russie de Poutine, c'est quand même autre chose que celle d'Helsinki, donc comme quoi le désespoir en politique est une sottise absolue. Qui est un constat partagé à la fois par Charles Maurras et Dominique Vénère, étonnamment, donc qui a la vertu de réconcilier certains contraires de droite radicale. François Bosquet parlait de redresser, je vais citer un être que certains d'entre nous aiment et que d'autres aiment moins, qu'il s'agit du général de Gaulle, qui lorsqu'il allait faire son grand discours à Phnom Penh, qui était un discours de contestation quand même très radical de la politique américaine menée au Vietnam, certains de ses ministres s'inquiétaient, mais mon général, vous allez gêner les Américains. Le général de Gaulle regarde je ne sais plus quel ministre, il dit mais redressez-vous un peu. Redressez-vous un peu. Redressez-vous. Un peu de tenue. Redressez-vous. C'est très amusant, Olivier, que vous parliez du Vietnam, parce qu'il finit son discours sur le Vietnam, et là où il met les Américains en face de leurs contradictions, il leur dit la capitulation des Américains au Vietnam, il dénonce clairement ce pacifisme absurde. J'ai l'impression que lui, en tant que philosophe, et je dirais russe, il pêche par naïveté il voit pas le poids de l'opinion publique, qui est déjà très important, et que aujourd'hui les dirigeants occidentaux ne peuvent pas se faire une guerre sans avoir l'avis, et surtout dans les années 60, la jeunesse n'a pas envie d'aller faire la guerre. Et ça, lui, il a du mal à le comprendre, ça. Et il est aussi piégé sur cette question-là, parce que vous me l'avez rappelé, Patrick, il est vraiment piégé, puisque sa rhétorique un petit peu anticoloniale, en tout cas post-coloniale, se heurte à la nécessité d'endiguer le communisme au niveau mondial. Donc il encourage, d'un côté, il reproche à l'Occident d'avoir exporté ses guerres en Afrique, en Asie, etc. Et de l'autre, dans l'ancien temps, avec la punition qui a du reflux, c'est-à-dire que désormais on est frappé par l'immigration, on a été chez eux, ils viennent chez nous, c'est un effet boomerang. Et par ailleurs, il veut que nous endiguions le communisme partout, les soviétiques, ou les cubains, ou les chinois, déploient. Et donc il y a un petit paradoxe, si vous avez raison, il ne mesure pas, après j'ai fini, il ne mesure pas une chose qui manque à la Russie. Cela étant, j'aime la Russie, nous aimons beaucoup sur ce plateau, nous aimons la littérature russe passionnément. Pour autant, la Russie n'est pas l'Occident. Il n'y a pas de société civile en Russie. Donc il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Ouais. L'opinion est vraiment l'invention du libéralisme occidental. On le retrouve en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Il n'y en a pas en Union soviétique. Il commence à y en avoir avec l'émergence d'une bourgeoisie. Mais encore, il y a un pouvoir tellement fort. Je conteste un peu ce que dit François Bosquet. Il n'a en effet pas d'opinion. Mais en Russie, tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique, il y a eu une espèce de richesse de débats intellectuels, de revues qui seraient sans doute interdites aujourd'hui en France, de débats, de publications, où tout d'un coup il y a une sorte de soif de redécouvrir les auteurs interdits, etc. Quand je dis l'opinion, il y a eu des opinions, il y a eu des débats. Alors soyons clairs, il y a un début, il y a un embryon de société civile. La société civile, en fait, si on s'intéresse à l'histoire, elle a précédé les constitutions politiques. La création d'une société civile en France, entre autres, par une bourgeoisie, à partir du XIIIe, XIVe siècle, précède de 4 à 5 siècles les révolutions, le temps des révolutions. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord conquis leur liberté économique, leur liberté domestique, municipale, avant de conquérir, je parle de la bourgeoisie, ce pouvoir politique. Et c'est vraiment ça, c'est propre à l'Occident. Donc tout ça pour dire que il est évident qu'il ne peut pas moins comprendre que nous, occidentaux, le poids d'une contestation civile au sein de la population. Oui, est-ce que vous juste rappeler Nicolas Gauthier. Sur le Vietnam, il y a un vice de forme qu'il aurait pu dénoncer, c'est que les Américains étaient bien sympathiques de lutter contre le communisme au Vietnam, mais enfin, ils avaient quand même armé quelques décennies avant, ils avaient armé les communistes vietnamiens contre les Français, quoi. Et vous évoquiez De Gaulle tout à l'heure, quand De Gaulle apprend que les Américains y vont, à l'ambassadeur américain à Paris, je vous souhaite bien du courage. Nous, on vient d'en sortir. Et à la décharge des Américains, sur la question du Vietnam, ils avaient le précédent Chiang Kai-shek, le précédent de Taïwan. Donc ils savaient à quel point c'était difficile, en fait, de financer une révolution conservatrice dans des pays qui étaient tentés par un communisme égalitaire.
Alors, effectivement, après ce discours, ça va être l'horreur pour lui. Claude Durand l'explique, dans les journaux, on parle de fanatique, mystique orthodoxe, héros de la guerre froide, réactionnaire, doctrinaire féroce, nostalgique des tsars, gifle à la face de l'Europe. S'il ne se plaît pas chez nous, qu'il fiche le camp. C'était dans la presse américaine à l'époque. C'est la parenthèse s'est fermée là, ce jour-là. Solzhenitsyn, on a commencé à le voir autrement. Et je pense que quand Nicolas Gauthier parlait de Bernard-Henri Lévy, qui, je pense, dès le départ, avait compris la pensée de Solzhenitsyn, je pense que là, il y a divorce entre et en plus, pour aller droit au but, BHL l'écrit noir sur blanc. Oui, de toute façon, son problème, c'est un vieil antisémite. Oui. Bah oui, ça, et du reste, il faut en parler de cette question-là. Les Juifs et nous, il y a un grand texte de Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, 2 volumes, où il revient sur cette question-là, et il dit, oui, il y a un antisémitisme russe. Oui, il le dit, oui, c'est vrai. Pardonnez-nous, mais il dit, il y a une russophobie juive. Et ce livre-là, la dialectique est un livre très curieux. On lui a beaucoup reproché, en particulier. Alors, il y a une autre dimension qui se rajoute à celle-là, c'est qu'il est instrumentalisé en 1974 parce que se met en place la nouvelle philosophie, ce qu'on appelait le courant anti-totalitaire. Et on s'appuie donc sur les dissidents, et ça va accompagner, c'est très curieux, ce va-et-vient. Avec Sakharov. C'est là leur erreur. Ouais. Mais ce qui se passe est fascinant, parce qu'il y a un bascule, on passe de l'ambassade soviétique, en fait, à l'ambassade américaine. Tous les anciens rouges, ils le sont tous, et des gens qui sont proches de nous, Stéphane Courtois, ils passent tous de l'autre côté. Et Solzhenitsyn leur sert à un moment donné à justifier ce basculement. Mais après, évidemment, Alors il le dit, c'est vrai que sur son antisémitisme, il dit, il parle d'Israël, il fait « S'il est vrai que le Japon est de plus en plus devenu au cours des dernières décennies l'extrême Occident parce qu'il s'est agrégé de plus en plus étroitement au monde occidental, je suis là, mauvais juge. Je pense que l'État d'Israël, au contraire, présente au moins un trait décisif qui interdit de le rattacher à l'Occident, son régime politiquement fondamentalement lié à la religion. » Et là, on trouve qu'il est ambigu sur un passage comme ça. Quoi. Alors qu'il appelle vraiment, on est vraiment au cœur de Tolstoï. Il appelle vraiment à la réconciliation des contraires. Redécouvrons-nous, reparlons. Il n'est pas homme à jeter de l'huile sur le feu. Son livre sur les 2 siècles ensemble, sur le rapport des Juifs avec la Russie et des Russes avec les Juifs, est un type qui fait chef-d'œuvre et très délicat. Il n'y a pas de manichéisme. Il sait que les grands auteurs, il sait que Vassili Grossman, que les plus grands orthodoxes du XXe siècle presque sont juifs. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ça qu'on aurait dit. Mais il rappelle que dans le courant antitotalitaire, il y a une russophobie qui chez Bernard-Henri Lévy, qui a une dimension religieuse. Donc il la met en vis-à-vis. Voilà, donc en 1978, effectivement, si l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, est sorti ce petit livre magnifique, c'est 9,90, vous allez à la Nouvelle Librairie, c'est le best-seller de la Nouvelle Librairie, Alexandre Solzhenitsyn, Le déclin du courage. Et on se retrouve, nous, dans 2 mois. Bonne soirée à tous.